Vous allez bien? On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne un chapitre très important de la RDM, notamment le calcul des réactions aux appuis. Voilà. Avant de commencer, je vous demanderai d'abord d'avoir la bienveillance de lâcher un pouce bleu et ensuite de vous abonner, vous n'êtes pas encore abonné. Parce que voilà, c'est tout gratuit et voilà, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Alors pour entrer dans le vif du sujet, on va se demander d'abord, premièrement, c'est quoi une réaction aux appuis? Une réaction aux appuis, c'est tout simplement la réponse qu'un support donne à un corps quand il y a une sollicitation entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend le cas de cet homme sur le schéma qui est en déplacement, il y a une force qui est due à son poids, qui est verticale, descendante, une force qui est due à la réaction notamment du sol, qui est verticale, montante, et l'équilibre entre ces deux forces génère la stabilité de cet homme. C'est-à-dire que la force P égale à la force N, Rn. Ça veut dire les deux, la somme des deux égale 0. Voilà, ça revient notamment à la troisième loi de Newton, pardon. Si vous pouvez vérifier sur internet, c'est voilà, avec Wikipédia, vous trouverez facilement la référence. Donc par la suite, on va parler des différents types d'appuis. Voilà, c'est quoi un appui? Un appui dans le domaine de la RDM notamment, appliqué particulièrement au domaine du BTP, on distingue trois types d'appuis. On a les appuis qui sont dits simples, voici le symbole tout juste là. On a les appuis qui sont dits articulés, le symbole est là. Ça peut varier en fonction des conventions de calcul, mais en général c'est ça. Et après on a les appuis dits encastrés, et le symbole est là. Voilà. Maintenant, que représentent ces appuis de manière mécanique? Parce que là on est encore dans le domaine symbolique. De manière mécanique, simplement, la plus simple, c'est une réaction aux appuis. Ça veut dire que il y a une réaction qui est perpendiculaire au support. Et le support est là, cet élément assuré, considéré comme un support, ça peut être un sol, ça peut être un autre élément du système. Vous voyez? Donc la réaction sera tout simplement perpendiculaire au support. Ça veut dire que le support est horizontal, la réaction sera verticale. Et si le support est vertical, la réaction sera horizontale. Voilà. Et après, on a dans l'appui articulé, c'est-à-dire l'appui double, qui est là. Lui, par contre, il a deux composantes. Il a une composante suivant X, une composante suivant Y. Et les deux composantes sont telles que la réaction Y est perpendiculaire au support et la réaction X est perpendiculaire à Y, mais on ne connaît pas son sens en fait. C'est-à-dire qu'en fonction du système, ça peut aller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On peut lui attribuer un sens et en fonction du signe de son résultat, on peut déterminer par la suite si c'est un sens positif ou un sens négatif. On verra tout ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Et après, on a un encastrement. L'encastrement, c'est quoi? L'encastrement, ça peut être le cas des poutres. On peut avoir, si vous savez, ce qu'on appelle les consoles dans les bâtiments et tout. L'encastrement, lui, il a trois composantes. Il y a une composante suivant X, qui est là, une composante suivant Y, et une composante suivant Z. C'est ce qu'on appelle un moment d'encastrement. Bon, pour cette vidéo, on va s'attarder justement que sur les deux premières parties. Appui simple, appui articulé, parce que voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue et tout. Donc pour les prochaines vidéos, on verra ce que c'est qu'un encastrement, parce que il est plus compliqué que les deux autres, vous voyez. Donc il faut dédier à ça une vidéo spéciale. Donc on va s'attarder que sur les appuis simples et les appuis articulés. Voilà. Donc pour notre cas, on va commencer par donner les différents types de chargement. C'est quoi un chargement? Voilà. On a un chargement qui peut être ponctuel, c'est-à-dire on suppose qu'une force est appliquée sur une poutre à un point. Quand la force est appliquée sur un point, on dit ponctuel. On a le point de ponctuel. La force peut être répartie ou encore linéaire, répartie sur une longueur. C'est-à-dire une force linéaire, ça peut être la longueur ici, c'est ça, elle qui est à 5,2 mètres, voilà. Ça peut être sur toute la poutre. Ça peut être aussi une charge linéaire qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire qui est peut-être triangulaire ou trapézoïdale. Voilà, vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos parce que voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue comme j'ai dit d'ailleurs. Donc on va prendre les bases en fait. Voilà. Et après on peut avoir aussi une charge qui est surfacique, c'est-à-dire qui s'applique sur la surface. Vraiment, c'est le truc vraiment simple que ça vous effraie pas. C'est vraiment, au début ça paraît toujours compliqué, mais vraiment c'est très simple. Et voilà, donc pour nous on va prendre deux cas. On a un premier cas qui est un système symétrique, qui est dit symétrique. Voilà, c'est quoi un système symétrique? C'est important de savoir ce que c'est qu'un système symétrique parce que ça, quand on identifie un système comme étant symétrique, ça simplifie les calculs. Ça veut dire que vous aurez beau appliquer le PFS, qu'on verra par la suite,
sur tout le système, vous retomberez au même résultat qu'avec la méthode la plus simple que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc quand un système est dissymétrique, c'est quand l'axe de la poutre qui est à moi là, quand vous tracez l'axe de la poutre, vous vous rendez compte que toutes les forces qui sont à la gauche sont l'équivalent de toutes les forces qui sont à la droite. Donc à gauche, on a une réaction, à droite, on a une réaction. À gauche, on a une force F qui est à 2 mètres, et à droite, on a une force F qui est à 2 mètres. Vous voyez que c'est F et F, donc on suppose que la même intensité. Si les intensités étaient différentes, on aurait peut-être mis F1 et F2. Donc quand on voyait F et F, ça veut dire que c'est la même intensité. Donc le système est symétrique. Donc, tous les efforts qui sont à gauche sont représentés ici à droite. Et dans ce cas, quand le système est symétrique, qu'est-ce qu'on voit? On voit très rapidement que la réaction en A égale la réaction en B, c'est égal à la moitié de la somme des forces, c'est-à-dire 1/2 de somme des forces extérieures. Force extérieure, bien sûr. Donc, RA égale à RB, c'est égal à, comme force extérieure, on a F et F. Donc, c'est égal à F plus F sur 2. Donc, voilà, RA égale à RB égale à F plus F sur 2, c'est bien évidemment F. Parce que ça fait 2F sur 2, et les deux se simplifient, il reste F. Donc, quand vous comprenez exactement c'est quoi un système symétrique, quel que soit le cas, ça peut être les cas les plus complexes, comme les cas les plus simples, vous appliquez directement cette technique et vous avez le résultat. Pas besoin de trop compliquer dans les calculs. Donc par la suite, on va voir un cas 2. Voilà, le cas 2, c'est le cas pour situer un peu, pour entrer vraiment dans le truc pour, voilà, pour faire un peu le tour de, voilà, ce que c'est que la RDM en calcul des réactions concrètement. Donc en cas 2, on a notre système qui est là. Vraiment désolé pour la qualité voilà, de la slide, des slides et tout. Voilà. Je me suis concentré plus sur le contenu que sur la mise en forme. Et voilà. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de lâcher un pouce bleu. Vraiment, ça encourage. Vous voyez, ça encourage parce que s'il y a plus d'abonnés, plus de pouces bleus, ça nous encourage à faire aussi de meilleures vidéos, de prendre plus de temps. Parce que voilà. À côté, on a aussi d'autres occupations, pardon. Ok, donc là on va prendre le cas d'un système symétrique comme j'ai dit, asymétrique pardon, c'est-à-dire non symétrique. Donc là on a une charge uniformément répartie comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais cette fois-ci la charge uniformément répartie est appliquée sur toute la longueur, c'est-à-dire sur toute la longueur. On a une force F1 et F2, ça veut dire que F1 et F2 n'ont pas la même intensité. On peut très vite voir que à gauche, on n'a pas les mêmes forces qu'à droite. Parce qu'à gauche on a F1, à droite on a F2, donc c'est pas la même intensité. Donc le système n'est pas symétrique. Donc quand le système n'est pas symétrique, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est là que c'est intéressant. On va trouver une chronologie d'étapes. C'est-à-dire la première étape d'abord c'est d'isoler le système. Parce que voilà, en mécanique comme en physique, comme quel que soit que ce soit en chimie, pour comprendre un système, il faut le schématiser comme on a là à gauche. Et pour pouvoir le traiter, il faut l'isoler. C'est-à-dire que isoler le système, c'est tout simplement représenter le système avec toutes les forces extérieures qui agissent sur lui. C'est-à-dire quand on veut isoler notre système là, on va représenter notre système qui est une poutre en A et en B avec toutes les forces extérieures qui agissent sur cette poutre. Toutes les forces extérieures qui agissent sur la poutre, on a F1, F2, on a REAX, on a REAY, c'est-à-dire qu'on avait là une articulation, donc ça se décompose en deux composantes comme on a montré tout à l'heure, en X et en Y. Et tandis que là on a un appui simple. Ça se décompose en une composante, en Y uniquement, qui est perpendiculaire au plan. Le plan est horizontal, donc la force RB, pardon, est perpendiculaire au plan. Donc voilà. Et là, on a la force répartie qui est petit q, avec le vecteur là. Répartie sur la longueur, quand on a une force répartie sur une longueur qui est rectangulaire, pour trouver l'équivalent de la force ponctuelle, on fait juste la force répartie Q fois la longueur L. Donc là, on a dit grand Q, c'est là. Ça s'applique aussi au centre de gravité de la poutre. Ça veut dire que je ferai une vidéo dessus ça bien dessus pour savoir ce que c'est qu'un centre de gravité et comment ponctualiser une force surfacique, triangulaire, trapézoïdale ou voilà, ou linéique uniforme. Dans notre cas, ça s'applique au centre de gravité, c'est-à-dire au milieu de la poutre. Donc voilà, la poutre a une longueur de 6 mètres, ça s'applique à 3 mètres. Et son intensité, ça vaut Q fois la longueur. La longueur, c'est 6, donc ça fait 6 fois petit q. Donc le système étant isolé maintenant, n'hésitez pas, hein, je sais que c'est parfois compliqué au début, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez lâcher des commentaires, je répondrai, rassurez-vous, je répondrai et tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si possible, vraiment ça nous encourage à faire de meilleures vidéos. Donc par la suite, on va faire le bilan des forces. Justement, c'est quoi le bilan des forces? C'est représenter tout simplement, décomposer toutes les forces qui s'exercent sur la poutre
en représentant les coordonnées suivant X et suivant Y. Je tiens à préciser d'abord que là, on travaille dans un plan, on ne travaille pas dans l'espace. Parce que dans l'espace, vous savez, dans le plan, on a deux coordonnées, on a X et Y, normalement. Dans le plan, on a X, Y, et dans l'espace, on a X, Y et Z. Dans le plan, on a X, Y, dans l'espace, on a X, Y et Z. Donc là, on travaille uniquement dans le plan. Donc toutes les méthodes qu'on applique là, elles s'appliquent dans le plan. Et c'est généralement dans le plan qui est le plus utilisé. Très rarement, on utilisera en RDM dans l'espace. Vous voyez, dans l'espace, c'est vraiment dans un autre cadre. C'est vraiment, voilà, c'est pas pertinent pour ce genre de système. On travaille dans le plan. Donc dans le plan, on va faire le bilan. On a RA, l'opération en A, qui est composé de RA suivant X, RA suivant Y. On a F1, qui est composé de 0. Et 0 en X, c'est-à-dire que la force F1 n'a pas de composante en X. Et en Y, la force F1, l'intensité de la force F. Et ajouter aussi le moins parce qu'il est descendant. Donc il va le sens contraire, celui des Y monte, lui descend, donc il est moins. Pareil pour la force F2. Et après on a la force RB, vous voyez, il a 0 en X aussi. Il a plus RB en montant parce qu'il va dans le même sens que Y. Et après on a la charge de répartie Q qui est 0 en X et moins QL en Y. Voilà. QL qu'on a calculé précédemment. Par la suite, donc, on va faire ce qu'on appelle l'application du PFS. C'est quoi le PFS? PFS, c'est tout simplement le sigle qui a pour définition principe fondamental de la statique. Vous pouvez très facilement trouver des cours dessus sur Wikipédia et tout, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais vraiment, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Et c'est la base de la RDM. C'est ça la base de la statique en RDM. Donc là, on va avoir somme des forces extérieures égale à 0. Voilà. C'est ça le PFS, somme des forces extérieures appliquées à mon solide égale à 0. Ça veut dire que mon solide est stable. Voilà. Si c'est différent de 0, ça veut dire que le solide n'est pas stable. Voilà. Donc là, on va poser que c'est égal à 0. Ça veut dire que toutes les forces qu'on a établies bien avant dans le bilan des forces, on les rajoute, on les additionne simplement. Et on pose que c'est égal à 0 le vecteur nul. Donc on a RA plus F1 plus F2 plus RB plus Q égale à 0. Et par là, donc, on fait une projection sur l'axe des X. Parce que ce sont des vecteurs. Pour additionner deux vecteurs, on additionne les composantes suivant les X. On additionne les composantes suivant les Y. Donc là, on va additionner toutes les composantes suivant les X. Ça fait RAX plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Mais permet de dire que RAX égale à 0 simplement. Voilà. RAY, donc en OY, suivant l'axe des Y, on a RAY, on a moins F1, on a moins F2, on a plus RB, on a moins QL, égale à 0. Donc on met tous les inconnus à gauche, toutes les forces connues à droite, parce qu'on cherche à trouver RA et RB. Donc toutes les forces F1, F2, QL, en général, c'est donné, on a leur valeur. Voilà. Et donc RAY plus RB, ben, ça traverse, ça change de signe. Hein. Voilà. F1 plus F2 plus QL. Et après, la somme des moments de force égale à 0. Somme des moments de force, c'est simplement, vous savez ce que c'est qu'un moment? Bon, pour ceux qui ne savent pas, je crois que j'ai fait une vidéo dessus déjà. C'est quoi un mouvement d'une force par rapport à un point? C'est tout simplement la force fois la distance entre la force et le point, tout simplement. Tandis que là, on a le moment de la force F1, c'est 3 sur la distance. Par rapport à A, bien sûr, 3 sur la distance entre F1 et A, vous pouvez revoir dans le schéma précédent. 3 sur la distance entre F1 et A, donc c'est 3 fois F1 fois l'intensité de la force F1. F1, ça donne le moment de la force F1. Et le signe du moment maintenant dépend du sens qu'on a choisi. Ça veut dire que le sens positif, c'est celui-là, celui qui est la flèche qui est juste au-dessus de A, le sens positif. Et donc, si la force F1 fait tourner notre solide dans ce sens-là, ça veut dire que c'est positif, le moment est positif, ça fait tourner notre solide dans le sens contraire, celui-là, ça veut dire que c'est un moment négatif. Donc on fait le moment de F1 plus le moment de F2 plus le moment de Q plus le moment de RB égale à 0. On a lancé le moment en A, ça veut dire que le moment de RA égale à 0 parce qu'il passe par le point. Il n'y a pas de distance entre A et la force. Donc voilà, la force en A et la distance égale à 0, donc le moment égale à 0. Et toujours ça, quand une force passe par un point, le moment de la force par rapport à ce point égale à 0. Donc là, ça nous permet d'écrire RB égale à 1 sur 6 de, voilà, tout ce qui est négatif, là, tout ce qui est négatif, parce que de l'autre côté, c'est positif, et on veut RB, donc ça fait 1 sur 6 fois 3, fois 3 F1 plus 5 F2 plus 3 QL. Et après, on va donc rajouter ces deux 6 dans le 1 qu'on a fait précédemment. Donc ça nous donne donc RA plus RB égale à ça, parce que l'équation 1 précédente. Voilà.
Voilà, ça veut dire que RA égale à F1 plus F2 plus QL moins RB. RB traverse parce qu'il est déjà connu de avant. Sa valeur est connue. On connaît F1, on connaît F2, on connaît QL, donc on peut trouver RB. On cherche RAY. Donc ça me permet d'écrire avec ça, c'est la réduction mathématique, hein. C'est juste les fractions, on multiplie 1 sur 6 fois 1 tiers, ça fait 1 demi, 1 sur 6 fois 5 sur 6, ça fait 5, fois 1 sur 5, ça fait 5 sur 6, pardon. 1 sur 6 fois 3, ça fait 1 demi aussi, voilà. Et après, on trouve donc ça. RAY égale à F1 plus F2 plus QL moins RB tout simplement. RB c'est 1 demi de F1, 5 sur 6 de F2, 1 demi de QL. Et on trouve RAY égale à ça. En rassemblant les F1 et les F1, ça fait F1 moins 1 demi de F1. 1 moins 1 demi c'est 1 demi, donc 1 demi de F1. F2 moins 1 demi de moins 5 sur 6 de F2, ça fait 1 sur 6 de F2. Et QL moins 1 demi de QL, ça fait 1 demi de QL. Donc voilà, c'est RAY. Et les valeurs sont données, hein. Donc à la fin, on a L c'est 6, 3 plus 2 plus 1. Vous verrez sur le schéma. Et RAY, c'est ça, la valeur qu'on a trouvée. Hein, 1 demi de F1 plus 1 sur 6 de F2 plus 3Q. Voilà. Parce qu'on a remplacé L par 6 justement. Et RB, c'est ça aussi. 1 demi de F1 plus 5 sur 6 de F2 plus 3Q. Voilà les résultats. Donc c'est toujours donné dans l'énoncé les forces extérieures. Donc vous avez qu'à remplacer F1 par sa valeur, F2 par sa valeur et Q par sa valeur pour trouver la valeur de RA. Donc vraiment c'est ça la base de la statique en RDM, c'est ça la base de la statique du calcul des réactions. Et vraiment c'est quelque chose qui est important de savoir parce que c'est à base de ça, c'est cette base fondamentale qu'on peut dimensionner toutes les structures du monde. Voilà. Une fois que la structure est stable par rapport à ses forces extérieures, on peut étudier maintenant la stabilité interne de la structure. De là, c'est toute autre chose que je ferai dans les prochaines vidéos. Vraiment, likez, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là et on est ensemble.